Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être parmi nous pour cette conférence qu'on a appelée On bosse dur, on lève du cash. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait rêver, parfois déchanter aussi, la levée de fonds. Vous savez, c'est le moment où on emploie plein d'anglicismes, KPI, speech, business model, comme si on sortait d'un film américain. Alors qu'en vrai, c'est surtout beaucoup de boulot, de doutes, des rendez-vous où on tente de prouver qu'on n'est pas juste early stage, mais qu'on est ultra scalable. Voilà, un gros potentiel. Et l'idée de cette discussion aujourd'hui, c'est vraiment de mettre tout ça à plat, comprendre comment ça marche vraiment, ce que ça implique, ce que ça change, et surtout ce que ça demande de lever de l'argent. On sait que c'est pas magique, c'est pas rapide, c'est pas toujours fun, mais c'est possible, même quand on n'a pas le réseau. Et le but, évidemment, c'est de parler de ça, parler des gens qui sont venus de loin et qui ont réussi à lever des fonds. Aujourd'hui, on va se parler sans filtre, sans jargon. On va vraiment essayer, parce qu'il y a beaucoup d'anglicisme dans notre milieu. Et surtout, on va essayer de parler avec le plus de concret possible. J'ai la chance pour cette première conférence d'être entouré d'un super panel de financeurs et un entrepreneur qui va nous rejoindre à normalement 20 pour vous parler de la levée de fonds. Je vous invite à vous présenter et présenter ce que vous faites. Je commence. Bonjour, donc comme vous voyez, je représente ici Investissor. À titre personnel, je suis business angel depuis une douzaine d'années et je m'implique beaucoup dans l'accompagnement des startups. Je suis membre à l'heure actuelle de 5 comités stratégiques. Pour parler d'Investissor très rapidement, nous sommes l'une des plus anciennes associations de business angel. Nous sommes généralistes et nous finançons chaque année une dizaine de startups en première levée de fonds d'amorçage. Bonjour à tous, donc moi je suis Olga, je suis chargée d'affaires entrepreneur chez BNP Paribas avec une spécificité qui est l'accompagnement des startups. Mon accompagnement, ça va être essentiellement déjà de jouer un rôle central déjà en tant que banquier, vous mettre en connexion avec tous les acteurs de l'écosystème, à savoir les accélérateurs avec lesquels nous travaillons en partenariat, et aussi vous accompagner sur les produits financiers tels que les crédits court terme pour accompagner votre levée de fonds, ou alors tous les produits que nous pouvons avoir en tant que banque et assurance. Mais c'est vrai que nous avons un package dédié aux startups avec notre marque Y, qui est le We Are Innovation. Et donc, moi, je suis donc la référente sur le secteur du 93 et 92. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Samir Matki, donc je suis partenaire chez Daphni depuis 3 mois. Pour vous présenter rapidement, Daphni, c'est une société de gestion. Donc, on est un investisseur, principalement en capital risque. Donc, on intervient très tôt dans les financements des entreprises. Notre métier, finalement, c'est d'accompagner les grandes transitions technologiques, sociales, mais aussi environnementales. On est en route là, de gérer près d'1 milliard d'euros sous gestion et on est en train de lancer un super véhicule d'investissement qui s'appelle Time4. Et Time4, c'est quoi? C'est finalement, il y a le chiffre 4, puisqu'on est 4 partenaires. Daphni, en tant que société de gestion. Il y a aussi Les Déterminés, qui est une association reconnue aujourd'hui dans l'accompagnement des entrepreneurs des quartiers, avec 20 implantations partout en France, et qui vont nous accompagner finalement aussi à détecter les futurs talents à financer dans ces quartiers. On travaille aussi avec Lee4Good, qui est une association qui accompagne des entrepreneurs sociaux. On a réussi aussi à convaincre HEC d'être notre partenaire académique dans l'aventure. Et à 4, on cherche à casser les codes du financement. Ce qui est très clair aujourd'hui, c'est que l'accès au financement, notamment pour les personnes dans les quartiers, est statistiquement faible. On en parlait tout à l'heure. Je te laisserai peut-être dévoiler quelques chiffres. On a l'ambition là, de lever un fonds de 100 millions d'euros, mais des tickets d'investissement entre 100 000 et 1 million d'euros en première intention, pour créer finalement les futurs leaders français, mais depuis les quartiers. En 3 mots, moi je suis originaire d'un quartier. À la base, rien ne me prédestinait à être investisseur. Et après avoir été entrepreneur, après avoir découvert le monde de la finance, aujourd'hui je suis assez fier de pouvoir
gérer aux côtés de nombreux partenaires, et notamment Anita qui est présente dans la salle, être en capacité de pouvoir proposer des financements pour les personnes des quartiers. Merci. Merci Samir. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Guilhem, je suis vice-président chez INCO. Casser les codes et aller dans des endroits un peu farfelus. Nous, c'est ce qu'on a décidé de faire depuis le départ en créant une société de gestion. Donc, on est aussi investisseur historiquement. On gère un peu moins de fonds, mais on s'intéresse nous uniquement aux entrepreneurs à impact social ou environnemental, avec une partie d'INCO qui s'appelle INCO Ventures, qui gère à peu près 250 millions d'euros aujourd'hui. Et donc, on fait de l'investissement sur de l'amorçage et des entreprises un tout petit peu plus matures aussi en série A. Et alors, on a aussi une deuxième casquette ici, puisqu'on a décidé il y a près de 10 ans de faire aussi de l'accompagnement, donc de l'accélération et de l'incubation pour ces entrepreneurs. Ce qu'on fait d'ailleurs dans le cadre de Quartier 2030 un peu partout en France. Et ce qui nous a amené à nous intéresser pas mal aux entrepreneurs des quartiers, puisqu'au début, on était assez monomaniaque sur nos sujets impact social et environnemental dans nos investissements. Très vite, on a vu que ça devenait encore plus intéressant si on croisait avec des publics qui ont des plus fortes barrières à l'entrée. C'est le cas des entrepreneurs dans les quartiers. C'est plus difficile. C'est le cas aussi dans d'autres pays, sur d'autres types de populations pour entreprendre. Mais voilà, nous, on bosse à la croisée de ces deux mondes. Et tu disais, on en parlera, je crois, juste après la table ronde, mais on est en passe de publier une étude qu'on a menée sur le... finalement, on dit que c'est dur d'avoir des marchés, c'est dur d'avoir des investissements quand on est dans un quartier. Nous, on s'est dit, ok, mais combien et comment est-ce qu'on peut le mesurer? Donc voilà, on a fait tout un travail avec France Invest et avec DataGouv. Il y a plein de données publiques dans l'État, c'est fou, on a découvert plein de trucs qui nous disent exactement, depuis 2019, combien d'investissements ou de marchés publics ont été obtenus en quartier. J'en parle tout à l'heure et je donnerai quelques chiffres promis. Petite surprise à la fin, effectivement. Merci beaucoup Guilhem. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de levée de fonds, mais pour les gens dans le public qui ne savent pas ce que c'est qu'une levée de fonds, voilà, qu'est-ce qui se cache derrière une augmentation de capital? Qu'est-ce qui se cache voilà, quand on contacte un VC? Est-ce qu'il y a un seul véhicule de financement? Est-ce qu'on en contacte plusieurs? Est-ce qu'on cumule ces financements-là? Comment ça marche? Donc les levées de fonds, au fond, ça se fait à tout moment de la vie d'entreprise, en quelque sorte. Quand vous lancez votre entreprise, vous allez essayer d'obtenir des prêts d'honneur, des subventions, des fonds en compte courant ou en equity, en capital, de la part de gens que vous connaissez. C'est ce qu'on appelle le love money. Investisseurs, comme toutes les associations de business angels, vont uniquement investir en actions, en capital, mais à une phase qui va venir un peu plus tard que le lancement de la société. De façon standard, il y a toujours des exceptions bien sûr, c'est lorsque vous avez créé votre produit, le produit viable, qui a des fonctionnalités indispensables pour servir le client, et que vous avez fait les premiers contrats, que vous avez vendu les premières fois à un prix donné, et que vous avez donc fait la preuve de concept commercial que votre produit rencontre une demande. Et là, vous allez venir vers une association de business angels ou des business angels que vous avez croisés dans votre parcours pour proposer faire une levée de fonds, c'est-à-dire une augmentation de capital. Pour vous donner juste quelques ordres de grandeur, nous, sur une augmentation de capital, en moyenne, notre association finance 110 000 euros. Sachant que dans le cadre de cette opération, il y a d'autres acteurs qui interviennent, des business angels individuels, des associations de business angels, des fonds de venture capital, et que ça représente en moyenne 400 000 euros, et que va être accompagnée cette augmentation de capital de levées de fonds auprès de banques ou de la BPI, alors dans des coefficients de l'ordre de 1 pour 1 à 1 pour 1,5
1 euro de fonds propres à 50 centimes de financement qu'on appelle non dilutif, c'est-à-dire de prêt. Donc voilà comment se construisent les premières augmentations de capital, les premières levées de fonds en amorçage. Peut-être avant de te laisser la parole, Olga, on a quelqu'un qui nous a rejoint sur scène. Et puis contrairement à tous les autres acteurs qui sont là sur le panel, c'est le seul qui n'est pas un financeur. Mido, toi tu es entrepreneur, toi tu as levé des fonds. Du coup, présente-toi et qu'est-ce que c'est pour toi la levée de fonds? Du coup, ouais, moi je suis un financé. J'ai pris l'argent des gens qui sont ici. En tout cas, j'ai essayé. Donc enchanté, moi c'est Mido, je suis le fondateur de Atmosgear. Donc Atmosgear, c'est votre nouvelle marque de roller préférée. J'ai pris un challenge, c'est que je me suis dit le roller c'est un sport qui intéresse personne, mais pourtant tout le monde en a fait à un moment de sa vie. C'est pas à la mode actuellement. Est-ce qu'on est capable de le ramener à la mode et est-ce qu'on est capable de le faire nous? Donc voilà le challenge qu'on s'est lancé avec Atmosgear. Et du coup moi je suis né et j'ai grandi à Saint-Denis. Je suis ingénieur de formation, donc je connaissais rien à la finance et j'aimais pas trop ça. Moi, vraiment, mon summum de la finance, c'est juste quand tu as de l'argent, tu l'économises et tu essayes de pas trop le dépenser. C'était ça le b.a.-ba que j'avais. Et donc, tout de suite, vu que j'ai un projet hardware, on fabrique et on vend des produits, je me suis rendu compte que j'avais besoin de beaucoup d'argent et de beaucoup plus d'argent que mes collègues. Donc, quand je regardais leur levée de fonds et la mienne, je disais, mais mince, déjà qu'eux, ils galèrent avec 100K. Moi, je dois aller chercher 1 ou 2 millions. C'est foutu, en fait, je vais jamais y arriver. Et grâce à l'accompagnement, grâce aux rencontres et aux échecs, j'ai pitché à plein d'investisseurs. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai pitché à Investissor, ils n'ont pas... Je leur en veux pas, mais c'est le jeu. Mais ouais, donc la levée de fonds, c'est pas une fin en soi. Il faut vraiment que vous arriviez à cette étape-là si vous en avez vraiment, vraiment besoin. Et alors, j'en reparlerai peut-être plus tard si on me donne la parole, mais vous allez vous rendre compte que plein de fois, on pense que la levée de fonds, c'est la recette et c'est la solution à tout. Mais en fait, avant de vous lancer sur la levée de fonds, parfois, vous oubliez genre 4, 5, 6 leviers qui peuvent vous ramener beaucoup d'argent avec beaucoup moins de difficultés parce que c'est très, très dur de lever des fonds, alors que gagner des concours, choper des subventions, des prêts d'honneur, c'est beaucoup plus simple. Et en plus, si vous faites bien votre travail aujourd'hui, vous pouvez déjà repartir avec des pistes. Donc voilà pour l'instant. Merci beaucoup, Mido. Je t'en prie, vas-y, Patrick. Donc effectivement, Investissor a été mentionné. Et effectivement, ce que nous expliquons aux leveurs de fonds, aux porteurs de projets, comme on dit, aux responsables de start-up, c'est que se faire financer par Investissor, c'est plus difficile que de réussir Polytechnique, parce que sur la dizaine de nouveaux investissements en premier investissement d'amorçage, nous recevons aux environs d'1 millier de dossiers par an. Mais comme les écoles d'ingénieurs dont est issu notre ami, il n'y a pas qu'une seule porte à taper. Il faut en taper plusieurs. D'ailleurs, je l'ai dit, quand nous finançons une opération, il y a d'autres investisseurs. Donc, il ne faut pas se décourager. Olga, de toute façon, la diversification des financements va être un sujet quand même phare pendant cet échange. Olga, qu'est-ce que ça représente pour toi qui es banquière? Oui, donc en complément de ce qui a été dit, donc moi je rejoins Mido sur la levée de fonds. Déjà, nous, comment est-ce qu'on caractérise start-up? Pour nous, start-up, c'est vraiment une entreprise qui arrive avec un service nouveau sur le marché. Donc on a eu le cas par exemple avec Doctolib. Avant, on avait tous nos annuaires. Aujourd'hui, on a Doctolib. On prend les rendez-vous directement sur nos téléphones. Donc c'est comme ça qu'on arrive. On définit la start-up, c'est-à-dire qu'il y a une rupture ou alors une amélioration un peu de notre mode de fonctionnement. Et nous avons, on va dire, un cycle dans le secteur bancaire où nous allons essayer de positionner la structure. Nous ne pouvons, moi en tant que banquier, j'interviens essentiellement lorsque la structure est déjà en phase de lancement, lorsqu'il y a déjà une commercialisation. Et je vous disais tout à l'heure dans ma présentation, moi j'ai un rôle assez central dans la mesure où je suis là pour aller orienter l'entrepreneur vers les différents acteurs de l'écosystème, à savoir BPI par exemple, parce qu'ils ont effectivement des subventions qui mettent en place. Donc moi je vais faire le relais, être en contact avec l'interlocuteur BPI, avec Réseau Entreprendre qui octroie aussi des subventions. Nous avons des accélérateurs ou tout simplement des accélérateurs ou pour accompagner, incubateurs, excusez-moi, qui sont pour les structures qui sont un peu en early stage. Et moi, je vais être là pour jouer un rôle. Maintenant, une structure qui vient me voir en me disant « Olga, j'ai réussi à lever 100 000 euros », pour moi, c'est un indice de confiance. C'est de dire qu'avant que moi, banquier, je puisse mettre 50 000 ou 100 000 euros, j'ai déjà
une personne tierce qui croit à votre projet. La seule différence, c'est que moi, je ne vais pas vous mettre des objectifs sur le rendement. Parce que l'investisseur, bien sûr, lorsqu'il met son ticket, il attend derrière à ce que vous performez, que vous apportez un certain pourcentage dans ce qu'il investit. Moi, je vais simplement vous accompagner avec un taux qui va être préférable. Pourquoi? Parce qu'on sait surtout qu'au tout début, pour les startups, c'est le moment où vous allez cramer le plus de cash. Donc, on ne va pas non plus vous charger avec des taux d'intérêt hyper importants. Je vais aller sur une durée qui va être très, très courte et je vais suivre tout le cycle. Donc, le financement que je vais accorder, par exemple, en 2026, peut toujours être revu en 2027-28 en fonction de l'évolution de votre structure. Donc, mon accompagnement va être effectivement sur tout le cycle de votre croissance. Voilà. Samir? C'est un vrai sujet de lever des fonds, effectivement. Je pense que Mido est bien placé pour dire à quel point c'est difficile, et il l'a dit. Et en même temps, en fait, c'est aussi tactique. Si on part du principe qu'il y a autant d'investisseurs que d'entrepreneurs, en fait, c'est qu'est-ce qui fait que le couple investisseur et entrepreneur fonctionne. Exemple, moi, ce qui va beaucoup m'intéresser, c'est les sujets d'innovation et de technologie. Et donc, si effectivement il y a un projet plutôt commerçant, artisan, en fait, je ne serais pas pertinent dans l'accompagnement et dans le financement de l'entreprise. Et en fait, ça, typiquement, ça permet de diminuer aussi le risque d'échec face à un investisseur. C'est finalement bien sélectionner votre interlocuteur, bien préparer en amont l'échange que vous allez avoir avec l'investisseur. Et cette phase de préparation, elle est clé. On pourra l'aborder, j'imagine, dans le cadre de cette table ronde. Mais le meilleur conseil que j'ai pour un entrepreneur aujourd'hui, c'est de dire l'entrepreneur, c'est un sport de haut niveau. Il faut être préparé, il faut s'entraîner. Il y a des échecs. Et au bout d'un moment, ça peut fonctionner. Parce qu'en fait, il y a des investisseurs comme nous qui vont croire en une aventure. Mais aussi qui vont vous partager beaucoup d'expériences. Typiquement, aujourd'hui, à date, moi, j'ai dû investir dans une trentaine d'entreprises. Et à chaque fois, en fait, il y a des cycles qui se répètent d'une certaine manière. Et de plus en plus je fais de l'investissement, plus je vais chercher de façon précise des qualités chez les entrepreneurs. Et ça, on pourra, pareil, l'aborder un peu plus tard. Pour compléter, que dire? Peut-être déjà que, en fait, il y a des choses qu'on aime bien ou pas en tant qu'investisseur, ou que les équipes de gestion aiment bien quand elles le font. Après, il y a surtout des thèses d'investissement. En fait, chaque fonds, il a une thèse différente, c'est-à-dire des thèmes d'investissement différents, des tickets différents. Il y a des fonds d'amorçage, il y a des fonds un peu plus late, ou en tout cas qui tirent à la série A. Tout à l'heure, on parlait de montants aux alentours d'1 million d'euros. Ce n'est pas les mêmes fonds qui vont faire un tout premier investissement à 100 000, 200 000, 300 000 euros que ceux qui vont faire ça. Alors, certains arrivent un peu à combiner les deux dans certaines thèses, mais souvent, c'est des acteurs différents. Sur les thématiques, c'est très très clair. Enfin, nous, par exemple, tous les fonds qu'on gère, c'est que des fonds à impact. Donc, ça veut dire une entreprise qui fait de la tech, mais qui n'a pas de but social ou environnemental, finalement, c'est plus avec toi qu'elle va discuter plutôt qu'avec nous, puisque nous, on dira simplement que c'est pas dans nos radars et c'est pas ça qu'on va chercher. Après, lever des fonds, c'est large comme terme et on en parle un petit peu. Ça peut être du capital, tout le monde pense au capital, mais en fait, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'equity. Enfin, souvent, une levée de fonds, même parfois, ça peut être composé de plusieurs outils financiers, du capital et probablement un peu d'obligations ou d'autres moyens, probablement des additions bancaires ou autres dans ces moments-là. Mais en tout cas, c'est pas si binaire. Donc, c'est plusieurs outils financiers qu'il faut pouvoir maîtriser. Nous, sur l'impact, par exemple, on a depuis le début fait quelque chose qui, sur la plupart de nos fonds, je crois presque tous, qui permet de faire de l'investissement sur les assos et les coopératives aussi. Des grosses assos qui ont besoin de lever des fonds pour leur croissance. En fait, on ne peut pas faire de capital. Il n'y a pas de capital dans les assos, donc on fait d'autres. On utilise d'autres outils financiers, donc ça peut être très composé. Peut-être ensuite dire que ce n'est pas une fin en soi. En fait, tout le monde n'a pas besoin de lever des fonds pour n'importe quel projet. Il y a des projets qui ont besoin de capital, qui ont besoin de lever, sur des formats différents. Là, par exemple, c'est très clair avec Mido parce que lui, il veut fabriquer des rollers et les vendre à grande échelle. Donc, en fait, ça demande un outil industriel, ça demande d'acheter du stock pour ensuite le vendre. Là, évidemment, tout seul, s'il essaye de financer 2 millions d'euros de paires de rollers, il va prendre un certain temps. Donc là, c'est intéressant d'avoir recours au capital. Nous, on voit plein d'autres projets, notamment Impact, qui en fait viennent toquer à la porte des fonds, mais qui en fait
parce que leur modèle ne le nécessite pas, ferait mieux de faire différemment, d'avoir une croissance plus lente, de trouver d'autres relais. Voilà, donc c'est vraiment à bien étudier avant de le faire. Pourquoi ? Parce que ça prend du temps. On en parlait, ça ne se fait pas en 2 semaines. C'est quelque chose qui est un petit peu plus long. Il y a beaucoup on étudie l'équipe, on étudie le projet, on étudie les données, on étudie les potentiels de croissance. Nous, on étudie l'impact en plus, donc on rajoute des couches. Mais en fait, voilà, c'est un long processus pour les investisseurs comme pour les entrepreneurs, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de refus, parce que évidemment on ne peut pas financer tout le monde. Donc du coup notre job, c'est d'essayer de trouver les meilleurs dossiers, ceux qui ont le plus grand potentiel dans nos tests d'investissement. C'est vrai, on l'a dit, lever des fonds, c'est pas une fin en soi. Vous êtes plusieurs à l'avoir dit. On entend quand même souvent qu'il faut lever pour exister, il faut lever pour se développer, il faut lever pour s'internationaliser. Mais derrière ça, il y a une réalité, c'est des longues négociations, c'est des processus qui sont différents en fonction de chaque interlocuteur. Du coup, comment ça se passe concrètement ? Quand je veux vous contacter, quand j'ai un dossier de demande de financement, qu'est-ce que je dois vous présenter ? C'est quoi les démarches ? À quel stade je dois vous contacter ? Et puis toi, Mido, comment ça s'est passé ? Tu veux que je commence ? Déjà, moi je suis curieux, à main levée, qui dans la salle, puisque si vous êtes là, j'imagine que vous êtes quand même intéressé, qui veut lever des fonds prochainement ou intéressé pour lever des fonds ? Ok. C'est cool, vous voulez tous. En fait, la levée de fonds, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est épuisant. Et je vous le dis, je suis en plein dedans. C'est épuisant, c'est relou. C'est quand même un exercice bizarre, quoi. C'est qu'en fait, tu dois passer ton temps à convaincre des gens que tu ne connais pas, qui ne connaissent pas ton métier, que ton projet, il est top, qu'il va fonctionner et que ça va leur ramener de l'argent. Donc c'est quand même un exercice qu'on n'a pas l'habitude de faire. Quand tu t'assois avec les gens le matin, tu leur dis pas « Salut, voilà ce que je fais, c'est génial, et grâce à ça, tu vas faire x10, x15, x20 ». Donc déjà, l'exercice, il n'est pas simple. Il n'est pas simple parce que tu dois à la fois être hyper pragmatique sur les chiffres, mais en même temps, il y a de la séduction. Et vraiment, vraiment, je vous le dis. Et du coup, ça prend du temps. Il faut vraiment se dire, c'est comme si vous étiez en train d'essayer de séduire un beau garçon ou une jeune femme. C'est long, quoi. Tu peux pas tout de suite arriver et dire ouais, en fait, moi, je veux me marier ou je veux ça. Non, tu dois d'abord prendre le temps. Tu dois faire genre, tu t'intéresses un peu à ce que l'autre veut. Puis tu dois lui dire ce que tu veux. Il faut voir si ça match. C'est ce qu'on appelle notamment effectivement la thèse d'investissement. Mais les fonds d'investissement et les business angels, ils sont très forts parce que souvent, vu que leur taf, en fait, c'est de trouver la pépite. Même quand vous n'êtes pas vraiment dans leur thèse d'investissement, ils vous laissent quand même venir. Et donc vous arrivez, vous êtes hyper content, vous dites « Ah c'est génial, c'est bon, je suis dans les process ». En fait, même pas. Donc, très important, quelle que soit la phase dans laquelle vous êtes avec le fonds d'investissement ou le business angel quand vous allez entamer les procédures, et ça peut être long, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, c'est giga long. En plus, du coup, le temps que vous passez avec les investisseurs, c'est du temps en moins que vous passez sur vos business. Donc c'est important de vous laisser une fenêtre de tir où vous vous dites voilà, je me laisse tant de temps pour lever des fonds, et si ça ne marche pas, bim, je reviens au business. Et idéalement même, si vous avez des associés, répartissez-vous les tâches. Pendant qu'il y en a un qui gère la boîte, l'autre il s'occupe de la levée de fonds. Parce que souvent, ce qui se passe malheureusement, c'est que les gens ils font que de la levée. Et ce que vous ne savez pas, c'est que les fonds et les clubs de business angel, ils font exprès de faire durer parce qu'ils veulent voir entre ce que vous avez vendu dans votre prévisionnel, et on sait que souvent, ce n'est pas trop la réalité, mais c'est normal, et la réalité, ils veulent voir ce qui se passe. Donc c'est pour ça que des fois, ils font exprès pour que ça dure et tout, c'est pour voir justement si vous avez le bon niveau de cash, etc. Donc il faut avoir les reins solides. Donc ne vous faites pas avoir par ce jeu-là, c'est très dur. Comme tu l'as dit, c'est un sport de haut niveau. C'est vrai, il faut vraiment avoir un dossier de haut niveau, de haute qualité. Le monsieur l'a dit, ils reçoivent des milliers de dossiers. Pourquoi est-ce que parmi ces 1000 dossiers-là, c'est sur votre dossier qu'ils vont investir et pas un autre ? C'est ça en fait la démarche que vous devez avoir dans votre tête. Si vous-même, vous n'êtes pas convaincu que vous êtes le meilleur projet de la ville ou du pays, j'exagère un peu le trait volontairement, mais si vous êtes dans un incubateur ou un accélérateur, que quand vous regardez vos collègues, vous n'êtes pas convaincu que c'est vous le meilleur projet, ça veut dire que a priori, vous n'êtes pas encore au bon niveau pour lever des fonds. Parce que quand vous allez lever des fonds, vous allez vous retrouver contre les meilleurs projets et il faut accepter que vous êtes peut-être 50e, 300e sur la liste. C'est challengeant, il ne faut pas avoir trop d'ego là-dessus parce que ça fait un peu mal au cœur, mais voilà, il faut prendre les retours, tenir bon, mais surtout bien vous organiser et pas mettre tout votre temps, votre argent et votre énergie sur la levée parce qu'elle a très peu de chances d'aboutir. C'est très peu de personnes qui la réussissent, quoi. Bien entendu, je souscris à tout ce qu'a dit Milo sur la difficulté. Il y a toutefois un point que je souhaite préciser, c'est que dans Business Angel, il y a un vrai côté Angel. Et nous ne jouons pas avec la trésorerie des startups.
C'est-à-dire qu'on est là pour aider les startups, même quand on refuse les dossiers. Ce qui veut dire que, d'une part, on va expliquer pourquoi on ne va pas aller plus loin. Et donc, ce sont des pistes sur lesquelles les dirigeants de start-up doivent réfléchir en disant, s'ils ont fait cette remarque, il faut que je prenne en compte dans ma façon de procéder par la suite. D'autre part, on souhaite que le processus, quand il passe par notre association, soit le plus court possible. Donc, on a, et déjà ça fait 7-8 ans, on a processé, pour prendre un terme un peu technique, c'est qu'on a essayé d'aller le plus vite possible dans les différentes étapes de notre sélection. Ce qui veut dire que lorsque vous vous adressez à Investessor et dans d'autres associations de business angel, on va essayer de traiter votre dossier en 3 mois. 3 mois, c'est quoi? C'est le temps qui passe entre la présentation pour la première fois de votre dossier à notre association et le moment où vous aurez le OK, voire la levée de fonds un peu plus tard, si la banque débloque rapidement les fonds. Parce que je suppose que Mido a connu le cas où tout l'argent est sur le compte séquestre de l'augmentation de capital, et puis la banque doit faire des vérifications, et donc ça prend un petit temps avant que les fonds soient débloqués. Mais c'est pas la partie la plus grave. Donc pour vous dire un petit peu au fond comment se préparer, la base, c'est très simple à le dire, c'est un peu plus difficile à le faire, il faut être très clair. Pourquoi? Parce que la partie sélection à l'oral est fondamentale. Par exemple, notre première étape de sélection, c'est 2 minutes de présentation du projet, 2 minutes de questions-réponses. Ça ne donne le droit à aucune hésitation, à aucune imprécision. Et ainsi de suite. Après, parmi ceux qui ont été sélectionnés, ça va être 5 minutes plus 5 minutes, etc. Ce qui est important, c'est qu'on a une phase dite d'instruction avec les business angels, que vous aurez aussi avec les VC, et sur lequel vous allez devoir expliquer là en détail comment vous êtes rencontrés, pourquoi vous traitez le sujet que vous proposez de traiter. J'ai oublié de le dire, mais nous nous intéressons uniquement aux projets, aux startups qui apportent une véritable innovation. Elle peut être technologique, mais ça peut être aussi une innovation produit, parce que nous sommes des généralistes. Et donc, vous allez avoir beaucoup de discussions, de minimum 2 fois 2 heures avec les business angels, envoyer un business plan, etc. Et c'est à l'issue de cette instruction que vous pourrez vous présenter aux business angels qui vont décider individuellement. Et donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est soigner votre forme dans votre expression et dans votre clarté. Et aussi, mais je pense qu'on y reviendra plus tard, c'est montrer une grande écoute vis-à-vis des remarques des business angels. Et si je peux me permettre juste de rebondir sur ce que Patrick a dit, c'est vrai, vous avez un genre de chargé d'affaires qui s'occupe de vous quand vous candidatez chez Investissor. Ils sont vraiment bienveillants, vraiment. Ils vous accompagnent et tout. C'est vrai, malgré le fait que ils n'avaient pas investi chez moi, ils avaient continué à me donner des conseils, des tips hyper bienveillants, c'est vrai. Je peux le confirmer. Et c'est vrai que c'est pas vrai pour tous les clubs de business angel, mais c'est vrai que la plupart du temps, ils essayent d'être bienveillants avec vous parce que c'est votre première entrée en général sur le milieu de l'investissement, et ça fait du bien d'être, même si vous n'avez pas un deal, au moins vous repartez avec des bons conseils. Et c'est vraiment des bons conseils parce que les gens qui sont en face de vous, c'est des gens qui ont monté des boîtes, qui ont travaillé dans des grandes entreprises et autres. Donc voilà. Alors, en tant que banquier, donc si j'ai un entrepreneur qui veut lever, alors juste pour répondre, j'essaie d'être assez réactive pour le déblocage des fonds parce que je sais que les entrepreneurs sont assez stressés, ils ont besoin de ce cash.
à mon niveau, en tant que généraliste, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc je vais gérer plutôt la partie administrative, l'ouverture de compte de capital, veiller effectivement à ce que les fonds soient disponibles et délivrer l'attestation. Néanmoins, au niveau BNP Paribas, nous avons quand même noué un partenariat avec l'accélérateur qui s'appelle Wilco, qui est sur Paris. Et donc moi, mon rôle, ça va être justement de faire le relais avec cet accélérateur-là et de soumettre votre candidature. À travers cet accélérateur, vous allez avoir à la fois un prêt d'honneur et aussi un accompagnement, comme ils l'ont souligné tout à l'heure, parce que c'est très capital. Vous allez apprendre à pitcher et puis vous mettre en contact avec le réseau des business angels avec lesquels ils travaillent. C'est un travail qui est très très lourd et c'est vrai que pour moi, en tant que banquier, c'est très difficile de pouvoir le suivre. Et c'est pour ça que nous avons noué ce partenariat depuis plusieurs années et aujourd'hui, les startups qui sont accompagnées, on a plutôt des retours qui sont positifs. Ensuite, BNP Paribas a aussi un pôle d'investisseurs parce que nous investissons soit en direct ou en indirect. Nous avons des fonds d'investissement sur lesquels nous ne positionnons pas forcément en majoritaire, mais nous sommes assez présents. Et c'est pareil, c'est sur candidature. Et moi, je vais jouer le relais pour pouvoir présenter votre dossier auprès de notre filiale. Voilà. Moi, je vais vous partager un secret. En fait, le meilleur des investisseurs, ça reste vos clients. Et c'est vraiment par ça qu'il faut commencer. Venez pas voir un investisseur professionnel si déjà des clients n'achètent pas votre solution. Pour la simple et bonne raison, c'est que, d'un point de vue patrimonial, pour vous, c'est meilleur et vous n'êtes pas dilué. Et quand vous allez arriver finalement face à un investisseur, vous allez lui dire, écoutez, cher investisseur, j'ai réussi à convaincre 100, 200, 1000 clients d'acheter ma solution. Et donc, le premier signal que vous envoyez à l'investisseur, c'est effectivement cette phase de séduction en disant, voilà, je suis fort, je suis beau, je suis le meilleur, c'est très bien, je suis différenciant. Mais en réalité aussi, les données que nous, on va aller vérifier, c'est aussi à quel point vos clients considèrent que votre offre est désirable. Et plus on va sentir que votre offre est désirable, plus on aura envie d'investir, parce que ça nous permet, nous, en tant qu'investisseurs, de se projeter en disant, voilà, avec pas grand-chose, ils ont réussi à faire quelque chose d'incroyable. J'ai investi 50 000 €, j'ai mis toutes mes économies, j'ai réussi à faire 500 000 € de chiffre d'affaires, par exemple. Ou peut-être un peu moins. Et ça veut dire que c'est potentiellement, j'ai réussi à convaincre 500 clients. Et juste ça, pour nous, c'est une information incroyable. Et donc, vraiment garder ça en tête. Votre premier investisseur, ça reste votre client final. Et pour rentrer peut-être dans le process d'un fonds comme Time4, en fait, un peu comme tout fonds, on va rencontrer des entrepreneurs assez régulièrement. Et sur cette base du premier échange, on va avoir une première intuition sur laquelle on considère que le projet, le marché, l'entrepreneur est en adéquation avec notre thèse d'investissement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je me sens suffisamment à l'aise d'aller voir mes associés et leur présenter et être l'ambassadeur du projet. Et une fois que cette étape est passée, donc toute l'équipe est finalement OK pour avancer sur un dossier, parce que ça reste une décision mutuelle en fait. Vous avez votre interlocuteur, mais en fait, vous devez aussi convaincre beaucoup de personnes dans un fonds d'investissement. Et en règle générale, à partir de là, c'est peut-être plus simple de rentrer dans un process plus cadré sur des durées entre 3 mois et 12 mois, en règle générale statistiquement. Et encore une fois, il y a des exceptions. Nous, on est parfaitement capable d'investir en 1 mois. C'est possible. Par contre, il faut que tous les signaux soient ouverts. Par contre, c'est plus long lorsqu'effectivement on a besoin de sentir eh bien qu'il y a une traction sur le portefeuille client, il y a des signaux forts de la part des partenaires, des fournisseurs, des clients, des salariés, pour pouvoir faire forger une conviction d'investissement. Donc voilà, le petit secret, gardez-le bien en tête, hein, les clients first. Ouais, c'est un super secret, un bon conseil, donc gardez-le bien, parce que effectivement, c'est la meilleure preuve que l'investissement est moins risqué. Tout ce dont on parle là, en fait, ça s'appelle faut garder en tête que ça s'appelle du capital risque. Enfin, s'il y a risque dedans, c'est bien parce qu'en fait, on investit tôt dans des entreprises dont on n'est pas sûr, et vous non plus encore, du résultat. Alors
on peut produire des BP. Moi, j'aime bien, on dit sous Excel, la vie est belle. Enfin, dans un BP, on peut marquer ce que vous voulez et ensuite, faut le rendre crédible. Je vois que ça se marre là-bas. Mais en fait, ce BP, il est validé par le fait que vos clients sont suivis, vos résultats arrivent et tout ça. Donc, ça prend du temps à vérifier. Et c'est l'autre sujet pour lequel ça prend du temps, ces process, c'est aussi parce que en général, alors un investissement, on ne reste pas toute la vie de l'entreprise au capital quand c'est de l'equity. En général, c'est des cycles qui font 3 à 5 ans. Pour le moment, on met de l'argent, puis ensuite on le récupère parce que les parts sont revendues à quelqu'un d'autre, au fondateur parfois. Mais du coup, c'est des cycles. Pendant ce cycle-là, je crois que c'est le cas aussi pour toi, Samir, mais en fait, on aime bien, il y a certains fonds qui aiment bien être assez présents. C'est-à-dire qu'en fait, cette espèce de séduction, au-delà des data, au-delà de l'impact, au-delà de se dire est-ce que vous êtes capable de mener le projet que vous êtes en train de décrire, en fait, on va passer quand même pas mal de temps ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, nous, quand on investit, c'est le cas dans la plupart des 120 et quelques entreprises dans lesquelles on investit en ce moment, en fait, on participe concrètement au board. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la personne qui suit votre dossier, qui est là, qui vous répond quand il y a besoin de conseils, qui vous oriente vers des experts ou des avocats, des prestats ou autres quand il y en a besoin. Enfin, en tout cas, dans toute la vie de l'entreprise et pendant la durée de l'investissement, c'est beaucoup de temps qu'on va passer, donc c'est normal qu'on en mette beaucoup pour étudier. Voilà. Et puis ensuite, comment ça se passe concrètement et je souscris totalement, en fait, faut pas le faire au mauvais moment. Ça sert à rien de venir quand le projet n'est pas suffisamment avancé ou qu'il ne répond pas à la thèse, parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de chances d'avoir un non. Ensuite, plus vous avez de clients et plus votre dilution n'est pas encore activée, si je puis dire, vous n'avez pas encore commencé à laisser du capital, plus votre valorisation elle va monter. Donc, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais attendez le plus possible, parce que du coup, on paiera plus cher les parts, d'une certaine manière. Et puis sur comment nous voir, en fait, il y a toujours des moyens de contacter, 1000 dossiers. Je n'ose même pas imaginer combien on en reçoit. Je n'ai pas demandé aux équipes avant, mais on reçoit beaucoup de demandes. Faut savoir que nous, on en cherche beaucoup. C'est-à-dire qu'en plus de ça, il y a une prospection qui est très très active de la part de tous les chargés d'investissement, tous les directeurs d'invest des différents fonds, parce qu'en fait, plus on voit de dossiers, plus on voit de choses qui nous intéressent, plus on sera capable de trouver les fondateurs qui nous intéressent. Dernier petit conseil, et vous l'avez dit, Olga, en fait, alors on bosse aussi avec BNP là-dessus sur l'impact, avec le programme Act for Impact qui est assez cool. Je crois que c'est plus de 80% des entreprises qu'on a dans notre portefeuille en ce moment même, elles sont passées par au moins un programme d'incubation ou d'accélération. Hyper important de prendre un avis extérieur, de se faire accompagner, de se faire challenger, de travailler sur le BP, de travailler sur des choses que vous connaissez peut-être pas parce que vous étiez ingé, qu'on vous demande de faire de la finance. Ça, c'est vraiment, pour moi, imaginez 80%, ça augmente vos chances considérablement. Donc, passer par ces programmes. En plus, il y a quand même une grande partie d'entre eux, et notamment ceux de BPI, qui sont gratuits. Donc voilà, faut juste aller dedans, donner du temps et le faire sérieusement. Mais c'est un petit effort à faire qui vous donnera de bons résultats, je pense, après. Merci beaucoup, Guilhem. Je vais juste rajouter un point hyper important aussi. C'est en fait, il y a différents types d'investisseurs. Donc, lorsqu'on est banquier, finalement, l'objectif, c'est d'accompagner sur le financement de trésorerie. J'ai envie de... j'ai un cycle entre le moment où mon client me paye et le moment où moi, je suis obligé de livrer le service ou le produit. En fait, j'ai un décalage qui me crée un besoin de trésorerie. Et en règle générale, le meilleur interlocuteur, c'est plutôt les banquiers, si j'ai pas tort. Ah, totalement. Et il y a une phase où nous, par exemple, on est plutôt des associés. Vous allez venir nous voir, non pas pour venir chercher de l'argent uniquement, mais aussi parce que vous considérez que la relation qu'on peut entretenir ensemble va vous apporter de la valeur à différents niveaux. La première, c'est moi, je ne me considère pas comme un simple investisseur et sans apporter une réflexion stratégique et échanger avec le dirigeant. En fait, j'arrive pas à concevoir mon métier autrement que je suis aux côtés des dirigeants. C'est finalement pareil, je reprends une image dans le sport. Si on prend un match de boxe, vous allez être sur le ring et nous, on va être à vos côtés en essayant d'analyser la situation, voir les angles morts et essayer de vous faire des recommandations lorsque vous allez prendre des coups. Et essayer de trouver quelle est la meilleure stratégie, la meilleure tactique pour vous permettre de gagner le match. Et la posture, elle est très importante. Il ne faut pas venir vraiment nous voir si le sujet, c'est que l'argent. En fait, on n'aura pas beaucoup d'utilité. Demain, nous, notre objectif, c'est de dire, en fait, comment on crée un leader français depuis les quartiers. Et ça, c'est possible parce que, en fait, on arrive à réunir autour de nous une énergie importante
permettant justement de passer certaines étapes. Et une des premières étapes lorsqu'on démarre, c'est comment je recrute. Et en fait, comment je recrute, c'est beaucoup de questions. Ensuite, c'est comment j'augmente ma capacité de production si je suis dans une activité industrielle. Pareil, c'est des points de vue techniques. Et on n'a pas la science infuse. Par contre, en tant que fonds d'investissement, on a la capacité de pouvoir aller saisir bien, les bonnes expertises au bon moment. Et donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut percevoir les fonds d'investissement plutôt en capital. Alors, tu m'as donné la transition parfaite, hein, Samir. J'allais vous dire que oui, vous l'avez entendu à plusieurs reprises, hein, le mot partenariat. Les investisseurs, les financeurs, ils n'ont pas qu'un apport en numéraire. C'est tout un écosystème qui est là autour des entrepreneurs pour les accompagner, pour les épauler, pour les aider à s'orienter. Et puis, si on a autant cité de partenariats, c'est que c'est aussi que ça ouvre des portes. Voilà. Si les incubateurs permettent d'accéder aux fonds d'investissement, que les BA permettent d'accéder aux banques, c'est bien pour une raison, c'est que ce petit monde-là, tout le monde se connaît. Et que ça permet évidemment d'épauler le mieux possible les entrepreneurs, puisqu'évidemment, quand on est chef d'entreprise, on a 50 casquettes différentes. Tu le vis très bien, Amido. Hein. Et c'est toujours bien d'avoir des personnes dans son board, de son côté, des associés, des BA qui nous sont là pour nous accompagner, pour nous épauler. Et puis évidemment, pour nous permettre de faire grandir la boîte. Là-dessus, Mido, j'imagine que tu as pas mal de choses à nous dire. Hein. Alors, il faudra être assez synthétique, puisqu'on arrive un peu à la fin. Mais aussi pour vous, ensuite, financeurs, voilà, nous dire ce que vous proposez en plus du financement. Bon, tu l'as un peu abordé, Samir, hein, mais évidemment, tu n'es pas le seul financeur. Hein. Alors déjà, avec beaucoup de transparence, vu que je me suis lancé très jeune sur Atmosgear, j'ai commencé à bosser sur Atmosgear, j'avais 20 ans, j'en ai 28 aujourd'hui. Du coup, il y a beaucoup de choses que j'ai appris sur le tas et j'avais beaucoup d'images préconçues et parfois très négatives. Et du coup, pour être très honnête avec vous, moi, j'aimais pas les investisseurs. J'aimais pas l'image qu'en tout cas j'en avais. Je les voyais comme des vieux riches et je me disais mais attends, c'est lui qui va décider de mon avenir, genre en mode c'est lui qui va dire si oui ou non je peux faire une marque de roller qui déchire. J'étais un peu aigri là-dessus. Je me disais putain, c'est toujours les mêmes qui réussissent, etc. Donc je le voyais vraiment très négativement et c'était un peu bête parce que si tu vois négativement des gens qui vont venir mettre de l'argent dans ta boîte et potentiellement t'aider, bah ça va forcément pas marcher dès le départ. Et à un moment donné en fait j'ai eu le déclic et je me suis dit mais attends, en fait si l'investisseur c'est pas le grand méchant loup mais au contraire c'est quelqu'un qui est là pour me soutenir dans ma boîte, apporter de l'argent et de l'expertise, bah autant aller chercher des gens dont j'ai vraiment besoin et que j'apprécie. Et retenez bien ce mot, ça paraît bizarre comme ça parce que tu dis en vrai c'est juste un investisseur, c'est juste de l'argent, j'ai pas besoin de l'apprécier. Et bah je vous jure que c'est giga important. Je m'en suis rendu compte malgré moi. 2024 ou 2023, je sais plus, je devais lever 1 million d'euros. Okay, donc galère totale parce que je dois lever 1 million d'euros. Avec 1 million d'euros, j'ai juste mon stock. Ça veut dire là où vous, avec 1 million d'euros, peut-être vous avez une équipe de 30 personnes. Moi, j'ai 0 personne et j'ai un stock. Ça veut dire que je dois relever. Donc c'est déjà énorme. Je fais 16 mois, je crois, de traverser du désert. J'étais à 50 000 euros sur les 1 million. Donc c'était foutu. J'étais en mode, bon, bah, est-ce que vraiment mon avenir va s'arrêter là? Et en fait, ce dont je ne m'étais pas rendu compte, c'est que la plupart des clubs, des fonds à qui j'avais parlé, ben, j'avais jamais passé un bon moment avec eux. Et je me disais, en vrai, tant mieux qu'il n'ait pas investi chez moi, parce que je pense que s'il était rentré, il m'aurait causé plus de problèmes que de choses positives. Et dès que j'ai compris ça, bah en fait, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi le 4-4-2 ultime que j'aimerais avoir dans ma table de capitalisation? Et c'est ça qu'on ne m'avait pas appris. C'est que de la même manière que la même réflexion que vous avez sur comment vous faites pour monter votre équipe type dans la boîte avec vos salariés, et bah vous devez avoir la même réflexion avec votre table de capitalisation. Donc, je vous fais un exemple concret sur Atmosgear. On est une marque sportive. Donc il y a des produits, il y a de la grande distribution, il y a aussi du merchandising, puisque c'est une marque de sport, ce serait con de faire des rollers et pas faire des maillots avec. Il y a de l'entertainment, on peut faire du contenu, des vidéos, des événements. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon, bah, en fait, je vais aller chercher des gens qui sont dans le divertissement, qui sont dans le roller, qui sont dans le marketing, des créateurs de contenu. Et dès que j'ai fait ça, et des gens un peu fous qui peuvent avoir, et bah, dès que j'ai fait ça, je suis passé de 50 000 euros à 500 000 euros en genre 1 ou 2 mois. C'est ouf, hein. Juste parce que en fait, j'avais mis le curseur au mauvais endroit. Donc c'est effectivement hyper important d'identifier. On sait que vous voulez de l'argent, mais quitte à prendre de l'argent, autant prendre de l'argent avec des gens qui en plus peuvent vous ramener des compétences concrètes. Moi, dans mes investisseurs, j'ai un gars, il n'a pas mis beaucoup, il a une société de packaging. Il est à peut-être 20 minutes de mon entrepôt, bah, du coup c'est lui qui fait tous les cartons des rollers électriques Atmosgear. En fait, vous pouvez vraiment, même avec quelqu'un qui ne met pas beaucoup, avoir un impact qui est plus grand que quelqu'un qui met beaucoup. Donc c'est effectivement hyper important que vous vous posiez 2 secondes et que vous regardiez quel est pour vous le 4-4-2 ultime dans votre table de capitalisation cohérent qui va vous permettre d'exécuter des beaux projets à haut niveau.
effectivement, l'accompagnement des startups, ça a déjà été développé, est un élément clé de sa réussite. Souvent, les startups qui marchent bien, ce sont celles qui ont créé un conseil d'experts, d'advisors, comme on dit, qui sont très qualifiés par rapport au projet de la start-up. Ceci étant dit, ce qu'il faut aussi chercher chez des business angels, c'est un soutien et un accompagnement profond aussi sur un plan financier. Typiquement, je vous ai dit qu'on finance en général 10 nouvelles startups par an, mais nous faisons entre 20 et 30 tours de financement par an. Pourquoi ? Parce que quand nous avons financé pour la première fois une start-up, en général, elle ne va pas arriver à l'équilibre dans les 12 ou 18 mois, tel que c'est marqué dans le business plan. Ça n'arrive jamais. Et elle va continuer à perdre de l'argent. Et le sujet à l'heure actuelle, c'est qu'il y a très peu de fonds qui sont prêts à investir dans des startups qui perdent de l'argent. Ils veulent un équilibre économique, ils veulent un minimum de chiffre d'affaires. Et vers qui vont se retrouver les start-upers ? Vers les business angels qui ont investi pour la première fois. Et donc, en moyenne, on va investir entre 2 et 3 fois jusqu'au moment où la start-up, dans le meilleur des cas, va réussir à se revendre ou à trouver un financeur de type série A, série B, qui va avoir une poche profonde et va lui permettre d'obtenir la pérennité. Pour vous donner une idée, on soutient, nous, les startups sur une durée moyenne de 7 ans. Donc, quand vous vous engagez avec des business angels, des investisseurs, dites-vous que c'est pour un engagement vraiment de long terme, avec qui vous devez vous entendre, avec qui vous avez instauré ce climat de confiance. Dans le cadre de la bienveillance, le mot a été déjà dit par Mido, mais qui est au cœur de la démarche des business angels vis-à-vis des start-upers. Alors, en complément de ce qui a été dit, moi, ça fait près de 10 ans maintenant que j'accompagne les entrepreneurs de manière globale. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que dans votre vie entrepreneuriale, il y a 4 personnes clés avec lesquelles vous devez toujours avoir des bonnes relations. Donc vous avez votre comptable, vous avez le banquier, et vous avez les investisseurs, et puis bien sûr avec vos clients. La banque fait partie de vos partenaires. Et donc l'accompagnement qu'on va avoir avec vous aujourd'hui, c'est aussi être dans le conseil et pouvoir vous inviter à, pourquoi pas, revoir votre stratégie ou alors votre liasse fiscale. Lorsqu'on vous nous envoyez par exemple votre liasse fiscale, on peut vous accompagner derrière sur l'organisation même de votre structure. En tant que start-up, aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de dirigeants se dirigent vers les banques en ligne. En soi, c'est une très bonne chose. C'est peu coûteux et c'est vrai que vous avez une technologie qui est quand même assez avancée. Mais il va vous manquer l'humain. Cet humain-là, vous allez l'avoir. Nous, c'est pour ça que nous avons mis en place le programme Y et ce depuis 8 ans. Parce que l'humain que moi je suis avec cette casquette de référente innovation, je vais être à même de pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, suivre votre évolution, votre croissance, solliciter les interlocuteurs de l'écosystème si besoin, tous les partenaires que nous avons. Et nous allons vraiment être en appui permanent. Il n'est pas rare pour moi aujourd'hui en tant que banquier d'échanger 3-4 fois par semaine avec les entrepreneurs. Et ça, cette relationnelle-là, elle est très, très, très importante. Donc, c'est le conseil que moi, je pourrais vous donner aujourd'hui dans le choix que vous faites. Quelquefois,
le moins cher, le service le moins cher, c'est une chose, mais il faut chercher aussi à avoir la qualité et surtout voir sur le long terme ce que ça peut vous apporter, un peu ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à mes collègues. Et il y a aussi un autre élément important aux yeux des investisseurs. Lorsque vous êtes en train de faire une levée de fonds, le fait de dire que vous travaillez avec une banque traditionnelle, c'est aussi un élément de confiance. BNP Paribas, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc c'est une banque qui existe depuis plusieurs années, mais qui a en interne aussi un réseau avec les investisseurs en direct ou en indirect. Et on a cette réputation et ce savoir-faire qui est reconnu aujourd'hui dans le milieu, qui sera un plus pour vous dans votre vie entrepreneuriale. Donc choisissez bien effectivement vos partenaires bancaires parce que c'est important. Je vais essayer de faire court puisqu'effectivement j'ai commencé à aborder la thématique de l'apport finalement d'un fonds d'investissement. En fait, la valeur partagée par un fonds d'investissement et à l'inverse par un entrepreneur ou fonds d'investissement, parce que ça va dans les deux sens en réalité, ça démarre au moment où on fait la rencontre, où on commence à se poser des questions sur c'est quoi la stratégie, c'est quoi mon plan de développement et comment on peut créer de la valeur ensemble. C'est aussi finalement dans le cas de Time4, en fait, la capacité lorsqu'on investit eh bien, de bénéficier d'un programme d'accompagnement de 24 mois offert par Daphne sur des enjeux qui sont propres à l'entreprise. Et ça, on a la chance de pouvoir le faire parce qu'on a une forte ambition. Pour la première fois en France, on est en train de démontrer qu'il y a enfin un fonds d'investissement qui va s'intéresser aux entrepreneurs des quartiers. Et pour pouvoir maximiser les chances de réussite, ça se passe à différents niveaux. Effectivement, il y a le sujet financier, il faut un coup de main financier, il faut un coup de main de réflexion stratégique. C'est comment je mène ma croissance, c'est comment je fais mon diagnostic par rapport à mes concurrents, comment je réussis à me différencier. Et ça, c'est aussi l'apport d'un fonds d'investissement, c'est qu'on a la chance vraiment dans ce métier-là de pouvoir voir des milliers de dossiers d'investissement, ce qui nous permet d'avoir une espèce de culture dans l'entrepreneuriat qu'on peut facilement partager à l'entrepreneur, libre à lui ou à elle de tirer ce qui est bon pour son projet. Et une fois qu'on a partagé cette valeur-là, c'est dire comment on est capable, sur 24 mois, de proposer la bonne personne au bon moment. Je l'ai cité tout à l'heure, des sujets RH. On peut parler des sujets de commerce. Tout à l'heure encore ce matin, j'étais en train de définir avec Axel Dufour, qui est un super sales, une des personnes qui m'a le plus bluffé ces dernières années. Et on est en train de définir de façon très concrète, demain, du moment où on a mis entre 100 000 et 1 million d'euros dans l'entreprise, c'est comment on fait pour exploser les ventes. Parce qu'en fait, c'est des playbooks. Et on l'a dit tout à l'heure, ça c'est des mots qu'on utilise beaucoup dans le VC, mais en réalité, c'est quelle est votre méthode de croissance. Et en fait, ça se travaille en amont. C'est une tactique, c'est structuré. Et il faut aller chercher les bonnes personnes. Et un fonds d'investissement comme Daphne, et notamment Time4, on est en train de se structurer pour mettre à disposition des entrepreneurs les bonnes personnes au bon moment. Et j'aime beaucoup l'exemple aussi tout à l'heure de la décision. Je vais finir sur ça. Moi, la manière dont je présente en règle générale le partenariat entre un fonds d'investissement et un entrepreneur, c'est que c'est un mariage finalement avec une date de divorce prononcée dès le moment de l'investissement. En fait, en règle générale, un fonds d'investissement il est là pour accompagner sur une période. Effectivement, entre 3 ans et 7 ans, nous on a la capacité de pouvoir accompagner les entrepreneurs sur une dizaine d'années au maximum, même si on commence à se poser la question de comment on fait pour rendre l'argent qu'on a investi à nos investisseurs, parce qu'effectivement ça reste un écosystème, et on remercie aussi BPI d'être un fort soutien de nos fonds. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur l'accompagnement, et on en avait parlé tout à l'heure aussi en même temps que Samir. En fait, il y a deux choses. Nous, l'accompagnement, c'est un truc qui est clé évidemment dans les fonds, mais ça fait même partie de l'ADN du Inco, puisqu'on a choisi d'en faire la deuxième activité du groupe pratiquement en même temps que la création d'Inco Ventures, en faisant des incubateurs et des accélérateurs. Donc, ça donne pas mal de méthodes, pas mal d'experts, pas mal de réseaux qui sont possibles à mobiliser. On essaye de le faire de manière la plus fluide possible dans tout le groupe Inco, donc qui est en France, mais aussi dans pas mal de pays. Après, il y a un deuxième truc, on n'en a pas trop parlé là, peut-être sur l'accompagnement, qui est important, et ça rejoint le sujet sur les tests d'investissement dont on parlait.
on est tous plutôt experts d'un thème ou de quelque chose. Enfin, Daphne, très fort sur la tech. Nous, sur l'impact, ça fait longtemps qu'on est là. Donc, gardez en tête que, moi je disais 120, je crois que le nombre de participations, je sais pas si tu l'as. C'est 80 à date. Ouais, en fait, tout ça, c'est des entrepreneurs qui sont déjà là, qui sont plus matures que vous, qui ont déjà passé la partie de la levée de fonds. Faut se dire qu'on a fait pas mal de sorties aussi. On a investi dans d'autres qui, eux, marchent encore mieux, qui sont avec d'autres fonds, qui sont plus gros. Et en fait, adressez-vous au fonds aussi en regardant les thématiques qu'ils adressent, mais aussi le portefeuille qu'ils ont. Si vous voulez vous inspirer, connecter avec des entrepreneurs qui sont plus matures, qui ont fait grossir leur projet et qui vous inspirent et avec qui vous discutez, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps aussi. Et ces connexions-là sont hyper importantes de savoir à qui parler et dans quel portefeuille puiser. Merci beaucoup Guilhem, merci à tous pour votre intervention aujourd'hui. Vous l'aurez compris, cher public, la levée de fonds, c'est pas juste un financement, c'est le début d'un partenariat stratégique qui a pour objet de transformer votre vision en une réalité. Et c'est aussi l'objet de cette journée aujourd'hui. Vous mettre en relation avec des financeurs, avec des investisseurs potentiels. Donc profitez de QG, profitez de Money Time. On est là toute la journée, on va parler de financement toute la journée. Vous avez un super board, des super interlocuteurs. Donc réseautez, réseautez, réseautez. Voilà, merci beaucoup. Alors, ne nous quittez pas tout de suite parce qu'on a une petite annonce avec Guilhem à vous faire. Et évidemment, ensuite, on va pouvoir vous laisser aller manger. 10 000 € vont être distribués à toutes les personnes. C'est ça. Voiture pour tout le monde. Meilleur événement ever. Ce sera pas aussi fun, mais ce sera des infos intéressantes, j'espère, tu me diras. Est-ce que, du coup, il y avait 2-3 slides. Moi, juste ce qu'on voulait dire, tu veux qu'on enchaîne direct ? Super. Tout à l'heure, je le disais, on a des chiffres. Nous, en fait, on est plutôt des faiseurs chez Inco, c'est-à-dire qu'on fait des investissements, on accompagne des boîtes. Et à un moment, là, un partenaire avec lequel on aime beaucoup bosser, ça fait longtemps qu'on travaille avec eux, c'est la banque américaine JP Morgan, qui s'intéresse beaucoup à l'entrepreneuriat des quartiers, d'ailleurs. C'est une de leurs spécificités. À la fin d'un programme qu'on avait fait pour les jeux, qui s'appelait Résilience 93, ils nous ont dit, faites un livre blanc, on capitalise sur tout ça. Quand on a commencé à se dire c'est quoi les problèmes, qu'est-ce qu'on a vu, évidemment on s'est dit qu'on allait parler de marché, accès aux clients et d'accès au financement, comprendre aussi investissement. Puis on a essayé de bosser là-dessus et en vrai on creusait, mais on creusait dans le vide. Quand on se dit ok, mais combien de marché, combien d'investissements, on trouvait des trucs dans la presse, c'était assez flottant, toujours un peu flou. Toujours, vous verrez dans la presse, toujours c'est 5%. Quand ils savent pas trop, ils mettent 5%, j'ai remarqué. Donc, il y a toujours 5%, mais on savait pas trop de quoi. Donc on s'est dit, ça suffit pas, on va aller un peu plus loin. Et voilà, donc on a écrit et produit un livre blanc dans lequel on détaille un petit peu tout ça. Il sera publié dans les prochains jours et je vous expliquerai comment le récupérer derrière. Pour le faire, il y a 2 trucs importants qui n'existaient pas et qu'on a fait là et qu'on va publier. Du coup, c'est combien exactement de marchés publics, parce que ça c'est public, il y a de l'open data, on a fait ça avec DataGouv. Donc tous les marchés en France, il faut savoir, ils sont listés sur les plateformes de l'État, on peut les retrouver tous. Donc nous on les a étudiés depuis 2019, ça fait un peu plus d'1 million de marchés, donc ça fait un paquet, des gros, des petits, partout. Et puis on s'est dit après, ok, mais sur l'investissement, comment on fait pareil ? Et là, il y a une espèce d'assaut, de groupement en fait, qui réunit tous les fonds d'investissement et tous les gestionnaires d'actifs, qui s'appelle France Invest. Et eux, en fait, ils ont tous les investissements d'une grande partie du secteur enregistrés. Alors évidemment, ils ne nous ont pas tous donné, puisque nous-mêmes, on en fait partie. Mais on a travaillé avec eux pour faire de la donnée agrégée sur presque 11 000 investissements depuis 2019. Si on avance un tout petit peu dans la présentation... Ça va arriver. Voilà, alors c'est moche, mais il faut se dire que les 5% de la presse, ils étaient totalement faux, puisque quand on regarde DataGouv, ce qu'on voit, c'est que si on compte en euros, alors on l'a en nombre, vous verrez dans le livre blanc, on l'a tourné dans tous les sens pour essayer de voir ce qui se passait. Quand on regarde en euros, c'est seulement 1,52% en 2024. Alors on pourrait aller toutes les autres années, tout ça, ça grandit un peu, mais pas tant que ça. Mais c'est surtout très très bas. Donc on se dit, quand on lit ça, évidemment on est terrorisé, mais d'un autre côté on se dit, ok, on voit où est le boulot, on a fait une photo et on va essayer de s'améliorer. Nous c'est ce qu'on avait essayé de faire en marge des jeux, qui était un événement, c'était très ponctuel sur l'accès au marché. Force est de constater qu'il reste beaucoup de taf et ça vous le verrez dans le livre blanc. On a un deuxième chiffre que je partage du coup sur la partie juste après investissement et qui moi m'a scié, en fait c'est très peu, car vous imaginez, je crois que c'est même pas la moitié de cette salle. Si on compte pour la France entière, en 2024, il y a eu 47 levées de fonds d'entrepreneurs qui étaient dans des quartiers, donc avec une IMAT dans les quartiers, etc. Je t'allais dire, je suis dedans moi. Probablement, je m'en à France Invest si tu veux. Vous avez vu comment c'est dur.
déjà de base c'est dur de lever des fonds, mais quand tu veux lever des fonds et que tu viens des quartiers, c'est encore plus dur. C'est-à-dire quand vous arrivez, il faut vraiment faut que vous soyez, c'est même pas sûr de vous, faut avoir un dossier. En fait, c'est qu'ils sont encore plus exigeants avec nous, donc c'est encore une preuve que pas le choix, hein. Faut bosser et faut être meilleur que les autres. Après, il y a le sujet aussi de l'autocensure. Alors, ça dit tout un tas de trucs, ça relève des problèmes. Mais là, effectivement, tu lèves. Il y a des freins, en fait. Et il y en a deux majeurs. Et il y a un autre chiffre que je vais donner là, mais que je n'avais pas marqué, qui l'illustre très très bien. C'est qu'en fait, quand on regarde, on essaie de dire comment est-ce qu'on regarde ces chiffres plus précisément. À un moment, on a demandé à France Invest de faire des focus sur les tickets de moins d'1 million. Enfin, on s'est dit, ok, petite levée, peut-être que c'est plus facile. Et non, en fait, c'est l'inverse. Sur les moins d'1 million, c'est 29% simplement en quartier, ces tickets de moins d'1 million, contre 44% dans le reste. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça illustre directement les freins dont tu parles, c'est qu'en fait, la confiance qui doit être plus forte sur des projets qui sont plus risqués parce que plus jeunes, elle n'est pas là, ou pas suffisamment là, ou en tout cas plus de 15 points derrière. Donc en fait, là, il y a un gros problème. Et ce qu'on se dit là, c'est qu'il y a deux trucs. C'est qu'il faut travailler évidemment sur les freins et l'autocensure et ce que tu dis là. Parce qu'en fait, souvent, on se dit, j'ai pas le réseau, c'est pas pour moi, Mido a dit que personne n'y arrivait, on va pas le faire, ou on va pas se lancer. Et de l'autre côté, surtout, en fait, je pense que dans pas mal de sociétés de gestion, alors j'imagine que nous, on est un peu plus sensible au sujet parce que toi, tu as un fonds spécifique et que nous, on est là aujourd'hui. Mais en fait, la plupart des investisseurs en France, je pense, ont une très mauvaise image, ou pas la bonne en tout cas, des entrepreneurs des quartiers. Je confirme. Voilà, et en fait... Je confirme à 300%. J'ai tout testé. Je me suis coupé les veuches, je me suis bien habillé, j'ai essayé de parler comme il fallait. Il y a toujours un truc qui allait pas. Et j'ai fini par comprendre, parce qu'au début, tu te dis que c'est pas à cause de ça qu'ils investissent pas. Tu te dis, c'est parce que le business est pas bon, j'ai pas assez de chiffres, j'ai pas assez de preuves de traction. Mais en fait, in fine, c'est arrivé à ça. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin... et nous, on a une responsabilité, mais on a vraiment besoin de plus de fonds d'investissement qui sont dédiés au quartier, de clubs de business angel qui sont dédiés au quartier. Et il y en a un que vous connaissez peut-être pas, mais que je vous recommande fortement, qui s'appelle Sila, S-Y-L-A, Sila Invest. Si Sila avait pas investi chez moi aujourd'hui, moi, je serais pas là. Je serais peut-être en train de faire autre chose, mais je serais pas là. Et nous, on a une responsabilité encore plus grande, parce que vu qu'on est les premiers dans lesquels ils investissent, si nous, on se rate, du coup, les fonds d'investissement, ils vont tous se réunir entre eux, ils vont dire regardez, on est investi chez eux, ils ont merdé, donc c'est la preuve que. Donc sachez aussi que si jamais on investit chez vous, désolé, mais vous avez un challenge encore en plus, c'est qu'on ne doit pas se rater, parce que si on se rate, il va falloir réattendre 30 ou 40 ans avant qu'il y ait encore des gens qui se disent tiens, en fait, on peut investir dans les projets des quartiers. Il ne faut pas rater le coche, tu as raison. Et en fait, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Il y a un point. Et on a mis des recommandations. Donc, ce que nous, on a vu de ces chiffres et ce qu'on va lancer, ce qu'on se dit qui sont des choses à faire et des leviers à activer. En fait, je me dis, c'est cool qu'il y ait des fonds dédiés. Il le faut, évidemment, et c'est hyper cool que Daphne, avec les DTR, étaient les premiers à essayer de pousser ces portes-là de manière un peu plus grande. Mais en fait, je pense qu'on rate un truc si on se dit qu'il faut que des fonds dédiés. En fait, ce qu'il faut, je pense, c'est surtout que les moins de 2% des investissements qui sont dans les QPV, dans toutes les sociétés de gestion en France, ça devienne 3, ça devienne 4, ça devienne 5, et qu'en fait, on fasse augmenter cela. Donc les fonds dédiés, évidemment, mécaniquement, ça fera bouger un peu les choses. Mais en fait, surtout, je pense qu'il faut qu'on travaille sur tout l'écosystème du VC à essayer de faire monter ça et un point par un point, aller chercher ce qu'il y a un petit peu plus loin. Peut-être si vous pouvez... Alors, j'en ai presque fini, il me reste une seconde. C'était simplement pour vous montrer comment récupérer ensuite l'étude. Si on avance encore d'un slide. Alors oui, évidemment, on voulait remercier les partenaires. JP Morgan, évidemment. BPI France, parce qu'on a beaucoup bossé avec eux. Notamment, à un moment, on essayait de voir avec la garantie BPI si on pouvait compter. Et on a beaucoup travaillé avec l'équipe Fast Track, l'équipe de Valentin notamment. Et évidemment, France Invest et DataGouv, je l'ai dit. C'est important qu'il y ait des gens qui publient des données et qui nous aident à faire ça. Ça, c'est un QR qui, normalement, si on n'a pas fait de bêtises, doit vous permettre de noter votre mail. Et en fait, dès que c'est dispo dans les tout prochains jours, là, c'est en train de vraiment être revu par les graphistes. On vous l'envoie à tous en PDF et on espère que ça vous plaira. Bravo. En tout cas, n'hésitez pas à venir vers moi. Donc, vous avez vu mon nom, vous avez vu un Investissor. Il y a un site Investissor, je suis sur LinkedIn. Si vous avez des projets que vous voulez développer au travers de levées de fonds. Oui, pour conclure aussi, je voulais vous dire, j'ai eu accompagné près de 50 startups et j'en ai aussi qui sont issus des quartiers, comme on dit, et qui aujourd'hui sont des pépites et des futures licornes, comme on le dit. Donc moi, je ne fais pas la différence, mais simplement ne restez pas dans votre coin. Venez nous solliciter, venez frapper à nos portes. Et si on ne peut pas vous aider dans l'instant, on vous orientera vers l'interlocuteur qu'il faut. Mais surtout, ne restez pas seul.